Bonjour Marcus. Salut Andy. Écoute, merci d'être présent au 9e festival du Savoir Retro Games. On peut pas manquer ça. Hein. Voilà. Alors, le seul truc, c'est que d'habitude, l'intérêt principal du Savoir Retro Games, c'est la raclette, et là, c'est virtuel. Donc, mais c'est pas plus mal pour ma ligne. Donc, bien joué l'édition virtuelle, les gars, bien joué. Bon, pour que tu sois pas trop dépaysé, on a refait le décor de chez Marcus. Oui, c'est bien fait. C'est vraiment, c'est comme la grotte de Lascaux, ils la refont à côté. Voilà. Je vois qu'il y a la même poussière que chez moi, c'est absolument incroyable. Donc, qu'est-ce que ça te fait d'être chez Marcus déjà? Ah bah moi j'aime bien, c'est un petit nid douillet, tu sais, je travaille ici en fait. Et c'est une vraie une source d'inspiration, comme disent les Américains, c'est-à-dire que je me balade, je pose les yeux sur plein de choses que j'aime et ça m'aide dans le boulot, à choper des idées quand j'écris un texte et tout ça. Je trouve assez vite l'inspiration, il suffit de lever les yeux sur n'importe quoi. Et il y a de quoi faire. Ça me rappelle des bons souvenirs, tout ça. Magnifique. Pour revenir sur Marcus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, il y en a qui te connaissent moins, mais il y en a qui te connaissent aussi d'une certaine époque, il y en a qui connaissent un peu tout ton parcours. Est-ce que tu pourrais un peu nous refaire un peu le résumé des épisodes précédents? Exactement. Moi je m'appelle Marcus, les amis, je suis payé pour jouer depuis 30 ans, c'est mon métier, j'ai réussi à trouver cette niche incroyable qui n'existait pas quand j'ai démarré à 30 ans. Hein. Mon vrai métier, c'est journaliste spécialisé dans le jeu vidéo, donc j'ai commencé dans la presse écrite. Et mon métier, c'est un peu comme les critiques de cinéma qui vont voir des films et qui ensuite donnent leur petit avis, un peu pédant. Moi, je fais la même chose avec les jeux vidéo, j'y joue et après, je donne mon avis. Et puis surtout, moi, je vois ça comme un petit côté 50 millions de consommateurs. Les jeux coûtent assez cher, donc l'idée, c'est qu'une fois que quelqu'un a lu mon article ou vu mon émission, il sait s'il a envie d'acheter ce jeu ou pas. C'est vraiment important pour moi le conseil. Après, j'ai mes goûts et ils sont pas forcément cohérents avec les gens qui regardent, mais les gens qui me connaissent, à force, ils savent qu'ils connaissent mes goûts de chiottes. Et s'ils ont les mêmes, ça tombe bien. Ils peuvent se dire, Marcus a aimé, donc je vais aimer. Ou au contraire, Marcus n'aime pas ce jeu, donc c'est qu'il doit être super. Donc voilà, mon métier, c'est comme critique de cinéma, mais avec les jeux vidéo. Et ça fait 30 ans que je fais ça. Donc dans la presse écrite au départ. Et puis on a créé Level One au début des années 2000, Level One, Game One, qui est la première chaîne de jeux vidéo au monde. Et c'est Canal+ qui a créé cette chaîne à l'époque. Et comme ils connaissaient rien aux jeux vidéo, ils ont demandé à des gens qui connaissaient bien le sujet depuis longtemps. Et on s'est demandé comment on pouvait parler de jeux vidéo à la télé. Et moi, mon idée, ça a été de dire, on va faire comme on fait à la maison quand on a un pote qui vient. On lui dit, tiens, assieds-toi sur le canapé, on prend la manette tous les deux, on va faire le premier niveau du jeu. Et dans 10 minutes, 20 minutes, tu sauras si tu as envie d'acheter ce jeu ou pas. Voilà. Et cette émission, on l'a appelée Level One. Et c'est l'ancêtre du Let's Play, c'est ce que font tous les youtubeurs aujourd'hui sur Internet. Mais à Game One, on est les premiers à avoir créé cette façon de faire. Parce qu'il n'y avait pas personne d'autre pour le faire. La presse écrite, il fallait se contenter de photos. À l'époque, Internet n'existait pas quand on a démarré. Pour afficher une photo sur Internet, ça mettait un quart d'heure, donc il n'était pas question d'avoir des vidéos, des images qui bougent. On était la seule chaîne capable de le faire, et la seule chaîne aussi assez intéressée, puisque les grandes chaînes hertziennes, TF1, France 2 et compagnie, eux, s'intéressaient pas aux jeux vidéo. Il y a eu des émissions de jeux vidéo avant ça. Moi, j'ai travaillé sur Micro Kids, par exemple, qui est une des premières émissions de jeux vidéo. Je travaillais chez Tilt à l'époque, et c'était la rédaction de Tilt qui faisait cette émission. Mon pote Cyril Drevet, que tu connais, faisait Télévisateur 2 pendant ce temps-là sur France 2. Mais il ne faisait pas des tests de jeu dans les conditions du direct. Quand il y avait du jeu vidéo dans les conditions du direct, c'était un tournoi entre deux spectateurs qui s'affrontaient sur un jeu de baston. Ils gagnaient un cadeau à la fin, etc. Mais moi, mon idée, c'était de montrer un jeu, de le commenter en temps réel et de donner envie ou pas d'y jouer aux gens. Voilà. Donc on a créé ça avec Game One, et puis voilà, on a fêté les 20 ans de Game One il y a 2 ans, et puis ça continue toujours. Aujourd'hui, je suis sur Team Game One, avec Julien Telouk, avec Anne-Fan, avec Genius, avec Kayane. Voilà, on parle de l'actualité du jeu vidéo, on fait un talk show là-dessus. Et le dernier truc que j'ai fait, parce que comme je suis vieux, j'ai bien connu toute l'histoire du jeu vidéo, tu vois que dans ma pièce, il y a pas mal d'antiquités. C'est une émission qui s'appelle Retro Game One, qui est aussi la première émission de rétro gaming, finalement. Ça aussi, on voit beaucoup aujourd'hui sur Internet, mais on est les premiers à l'avoir fait. Et où on va raconter l'histoire du jeu vidéo aux jeunes qui ne l'ont pas connu, et aux vieux qui vont se rappeler des bons souvenirs. Pour être tout à fait exact, c'était une émission qui était sur Game One avant, qui s'appelait Mémoire vive, d'Alex Pilote, créateur de No Life, et Jean Moncey, où il montrait des vieux jeux sans commentaire, il y avait juste des petites bulles qui s'affichaient de temps en temps.
Et pour Level 1, nous, on a repris les vidéos de ces vieux jeux et on a rajouté des plateaux un peu rigolos pour essayer de faire rire un peu les gens et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas que les vieux nostalgiques qui s'y retrouvent, mais aussi des gens qui n'avaient pas connu ces jeux-là, que des jeunes générations puissent découvrir ces jeux-là. Et pour les attirer, pour les appâter, on se déguise avec des costumes ridicules et on raconte l'histoire du jeu vidéo de manière vraiment ludique et amusante. Voilà. Alors, voilà tout ce que j'ai fait. Ça fait beaucoup, je suis désolé, ça prend du temps. Alors sans développer ça, ce qui était marrant, c'est qu'effectivement, au-delà de ça, c'est que toutes les émissions Game One, Team J1 et tout ça, il y a quand même un côté très cool, très décontracté, très familial. On n'est pas dans le sérieux, mais on raconte des choses sérieuses. Oui, bien sûr, mais on est des gamers avant tout, et puis le but de tout ça, c'est de transmettre notre amour du jeu vidéo, enfin, tu vois, c'est tout simple. Moi, c'est un truc qui me passionne depuis tout petit, hein. Mon papa a ramené Pong en 76, je crois, des États-Unis, on a joué à Pong, donc en noir et blanc sur la télé, mais on pouvait interagir avec la télé, c'était la première fois, donc moi j'ai connu les jeux en noir et blanc qui faisaient des bips. Et aujourd'hui, j'arrive avec la réalité virtuelle et le futur du jeu vidéo et tout ce que ça promet. Donc j'ai eu la chance de suivre tout ça. Je suis né en 1966, les jeux vidéo ont commencé en 77 à peu près. Et j'avais une dizaine d'années, donc je suis né pile au bon moment pour les jeux vidéo, si tu veux. C'est comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Donc pour moi, c'est un plaisir de jouer et c'est un plaisir de partager et surtout de donner envie aux gens de jouer, de s'intéresser à la culture du jeu vidéo, parce qu'il y a une vraie culture et une vraie histoire maintenant. Et puis aussi au passage mettre un peu des claques aux clichés qu'on a souvent, que les gens qui connaissent pas le jeu vidéo ont, c'est violent, ça rend idiot et associable, etc. Je pense qu'on est la preuve du contraire, on est des gens très sociables, ma question était pas idiots. Donc ma question n'était pas anodine, puisque effectivement 76, 2020, donc t'en connais un paquet sur l'histoire du jeu vidéo. Vu pas mal. Donc, voilà. Comment tu découperais cette évolution ou cette histoire du jeu vidéo Toi, comme tu... Il y a plein de phases, alors on peut rentrer dans les détails, console Bien par sûr. console, etc. Mais il y a eu plusieurs grandes phases. La première, c'était l'interactivité avec la télé, ce que je te disais, dans les années 70 et avant, la télé, on la regardait, mais on ne pouvait pas agir dessus. Tu as Jacques Martin et l'école des fans, à l'époque, tu les regardais, mais tu ne pouvais pas rien faire. Tu pouvais rien faire avec. Avec une console comme Pong, tu pouvais jouer au tennis en famille, c'est un truc très convivial dès le début. Nous, on faisait des tournois et celui qui perdait, il allait faire la vaisselle avec mon papa, ma maman et ma sœur. Donc vraiment, c'est un truc convivial. Pour moi, le jeu vidéo, c'est plus un jeu de société qu'autre chose. Et l'interaction avec la télé. Tu avais un petit flingue et tu avais un carré blanc qui se déplaçait à la télé, et sur la télé, puis tu tirais dessus. Donc voilà, il y avait déjà des petits jeux différents. Jacques Martin, on pouvait pas lui tirer dessus pour le faire taire, tu vois. Et c'était bien d'avoir cette interaction avec la télé. T'avais un bouton en off quand même. Donc voilà, c'est tout. Et tu pouvais changer de chaîne, mais il y avait que 3 chaînes à l'époque, donc c'était très limité. Les gens, je pense, s'imaginent pas ce que ça a été, mais on vient vraiment de la préhistoire, des temps obscurs où il y avait rien et vraiment aucune interaction. Donc première base du jeu vidéo, je peux interagir avec la télé. Ça, c'est nouveau pour l'époque. Et j'interagis surtout avec ma famille et mes amis. Et ça se partage. Et ça, pour moi, c'est central dans le jeu vidéo. Très vite, on est passé du noir et blanc à la couleur, avec les premières consoles, la NES, la Super Nintendo, etc., avec des trucs en couleur, et puis des petits bonhommes rigolos, comme Mario, qui se rapprochent déjà plus du dessin animé. Les premiers jeux, les Tennisman, c'est deux bâtons rectangulaires qui se renvoient à une balle qui est carrée. Je ne sais même pas comment c'est possible que ça rebondisse, mais bon, techniquement, on ne pouvait pas faire autrement. Avec Mario, on a un petit bonhomme très cartoon, et tout à coup, ça devient un peu plus grand public, un peu plus attrayant. Il y a des petits bruitages, il y a des musiques, on commence à avoir tout ça. Et puis un gameplay émergent, des jeux différents, des shoot'em up où tu vas dégommer. Ça commence avec Space Invader, et puis après, il y en a plein d'autres, c'est décliné dans tous les sens. Des jeux de plateforme, des jeux de tir, enfin, les genres se mettent en place au fur et à mesure. La technique évolue, et la technique, elle est assez simple à l'époque. C'est tous les 4-5 ans, il y a une nouvelle console qui est 2 fois plus puissante que la précédente. Donc on passe des consoles, sans rentrer dans les trucs techniques, mais c'est simple à comprendre, on passe des 8 bits, même si tu ne sais pas ce que c'est que des 8 bits, tu sais qu'une console 16 bits est 2 fois plus puissante qu'une console 8 bits, et une 32 bits, etc. Et puis tu vois bien dans les graphismes qu'à chaque fois, ça va 2 fois plus vite, c'est 2 fois plus beau, il y a 2 fois plus de couleurs, etc. Il commence à y avoir des digits vocales, parce qu'au début, dans les jeux vidéo, c'était juste des bips, et pas des voix, etc. Donc tout ça progresse jusqu'à atteindre un niveau où le grand gap, c'est la 3D. Tout à coup, dans les années 90, milieu des années 90, on passe à la 3D.
Et là, on n'a plus des jeux vus de profil comme les hiéroglyphes égyptiens. On peut vraiment regarder dans un jeu, on peut regarder les décors, on peut les explorer. Tomb Raider, c'est typique de cette époque. C'est vraiment c'est Indiana Jones et tu peux aller où tu veux. Donc c'est assez fabuleux. On rentre en vue subjective, c'est ce qui est un pas important. Ça, c'est le royaume de la PlayStation, j'ai envie de dire. Je suis pas particulièrement fanboy de Sony, mais en tout cas, ils ont fait un truc génial avec la PlayStation en 95, c'est qu'ils ont démocratisé le jeu vidéo, ils l'ont rendu cool. Le jeu vidéo avant la PlayStation, c'est un jouet pour les enfants. C'est coloré, ça fait bip bip, on s'amuse bien, mais les adultes ne jouent pas. C'est honteux, oh là, c'est un truc d'enfant. Aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est pas grave d'avoir des Lego quand t'as 50 ans. C'est normal, moi j'ai eu ça à Noël. Bon bah, j'ai eu la DeLorean Playmobil à Noël. Bah, je suis très content, j'ai 50 ans et ça choque quasiment plus personne. Mais à l'époque, tu disais à 50 ans, j'achète des Lego ou je joue aux jeux vidéo ou j'ai des Playmobil, on se prenait pour un attardé, un débile. La PlayStation a changé les mentalités. Au-delà de la technique, ça a changé les mentalités. Avec des jeux comme Resident Evil, où tout à coup c'est un truc de zombie, donc c'est clairement pas pour les enfants. Des trucs comme GTA, etc. Donc après, l'évolution, elle va se faire dans des jeux de plus en plus riches, de plus en plus complexes, des mondes ouverts, comme celui de GTA, où tu peux aller absolument partout, prendre des voitures, des vélos, braquer des banques, etc. Voilà, donc le jeu vidéo évolue toujours de plus en plus, vers de plus en plus de liberté, d'action, un mélange des genres. Un jeu comme GTA, tu vas étirer et conduire des voitures, et explorer, et dialoguer, etc. Donc il y a une espèce de fusion des genres qui va vers des mondes ouverts. Et puis bah, c'est de plus en plus réaliste visuellement. On commence dès les années 2000-2010 à avoir des jeux, notamment des jeux de bagnole, où tu as du mal à distinguer la réalité du jeu vidéo. Des trucs comme Gran Turismo, si on te fait voir une image vite fait, tu vas pas savoir si c'est Eurosport et une compétition automobile ou le jeu. Voilà. La limite qui reste, c'est les personnages qui sont encore... On voit tout de suite quand c'est un personnage de jeu vidéo. Dans les cinématiques, ça commence à s'estomper. Tu peux avoir des doutes aujourd'hui. Tu vois un truc, tu sais pas trop si tu es en train de regarder un vrai acteur ou une cinématique. Donc on arrive enfin à ce photoréalisme après lequel on court depuis le début. En même temps, comme le jeu vidéo commence à avoir une histoire, il y a tout un pan du rétro gaming. Il y a des gens aujourd'hui qui créent des jeux avec des gros pixels en souvenir de bons vieux temps. Et c'est devenu un style graphique, alors que c'était une limitation à l'époque. Donc c'est ce qui montre que c'est devenu une vraie culture. Et puis le futur, bah, on va vers la réalité virtuelle qui pour moi est le Graal, le saint Graal des jeux vidéo, puisque tu es carrément plongé au cœur d'un jeu vidéo, et où que tu regardes, le jeu continue, derrière toi, il n'y aura pas cette étagère pleine de poussière, il y aura la suite du jeu derrière moi. Alors avant de rentrer dans le monde du VR, ou voir l'évolution du jeu vidéo, on parle beaucoup d'évolution technique dans le jeu, donc une grosse évolution technique, effectivement, comme tu dis, il y a des jeux qui sont hyper réalistes. Toi, ta vision sur le gameplay, est-ce que tu penses qu'il y a une grosse évolution? Est-ce qu'il y a encore des choses à voir? Oui, bien sûr, parce que le gameplay, il évolue en fonction des moyens techniques qu'on a. Aujourd'hui encore, tu veux jouer à Call of Duty, c'est assez difficile, tous les FPS pour quelqu'un qui n'a jamais joué à un jeu vidéo. La notion de déplacer avec ton pouce gauche le personnage et de déplacer son regard avec le pouce droit, elle n'est pas du tout instinctive. Autant déplacer un bonhomme droite-gauche et appuyer un bouton pour sauter, c'est assez naturel, assez instinctif. Et un truc qui peut vraiment faire progresser les choses, c'est la capture de mouvement. On l'a vu avec la Wii. La Wii Nintendo a eu un succès incroyable. Pourquoi ? Parce que tout à coup, tout le monde pouvait jouer. Dans les maisons de retraite, on pouvait jouer au tennis, on prenait la manette et puis on faisait les mouvements. Et c'était simple, on n'avait pas à t'expliquer comment ça marchait. On te filait la manette dans les mains et tout de suite, tu faisais les gestes, c'était naturel. On te mettait un volant entre les mains, tu tournes le volant, etc. Alors tous les jeux ne le permettent pas, mais ce genre de choses, ça révolutionne le gameplay et ça le rend accessible à tous. Et pour moi, c'est aussi la force de la réalité virtuelle, c'est que quand je te mets deux manettes dans les mains et je te mets un casque et que dans la réalité virtuelle, tu vas avoir un bouclier dans une main et une épée dans l'autre, tu vas tout de suite savoir quoi faire. Tu vas pas demander comment je lève la tête, comment je m'accroupis. Tu vas t'accroupir physiquement et tu auras bien raison. Voilà. Et donc le gameplay, il va vers de plus en plus de simplicité d'un côté, notamment avec la VR pour moi. Et puis alors aussi, parce qu'on est des gamers et qu'on aime bien que ce soit compliqué, ça peut aller vers des trucs très compliqués quand tu joues sur un PC où tu vas utiliser la moitié des touches du clavier, plus un joystick, etc. Des raccourcis clavier pour aller plus vite, etc. Donc il y a toujours eu un pan technologique un peu obscur qui effraie le grand public. Et on va toujours aussi vers ce grand public en offrant des gameplays beaucoup plus accessibles. Et je trouve que c'est bien que les deux cohabitent, hein, les gens qui ont envie d'avoir
clavier souris à l'ancienne, voilà, très bien, tant mieux pour eux. Maintenant, la réalité virtuelle et des nouveaux gameplays permettent des choses. Je pense à un jeu comme Hot Shot, par exemple, où tu as des flingues à la main et le temps est figé et les choses ne bougent que si toi tu bouges. Donc c'est vraiment un peu comme Matrix, tu vois, tout au ralenti, etc. Dans ce jeu, tu peux avoir un flingue, je peux parfaitement tirer ici et en même temps derrière moi, sans même regarder, je peux jeter un petit coup d'œil comme ça, et je peux tirer dans 2 directions différentes et regarder dans une 3e direction. Ce que tu ne peux pas faire dans un Call of Duty normal, où tu tires forcément là où tu regardes. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un élément de gameplay qu'amène la VR, qu'aucun autre jeu ne peut avoir avec des sticks directionnels. Donc la technique peut amener il faut qu'elle amène pour moi plus de simplicité et plus d'accessibilité pour tous, quoi. La VR. Est-ce que c'est l'avenir du jeu vidéo? Comment toi tu perçois l'avenir du jeu vidéo? Est-ce que le VR c'est juste un tournant, une branche du jeu vidéo? Enfin voilà, c'est ta vision du futur du jeu, qui est peut-être pas évidemment celle qui va se produire, mais toi comment tu l'aperçois de ton expérience? Je suis un peu extrémiste parce que moi j'ai envie que la VR soit le futur du jeu vidéo. Je l'attends depuis très longtemps, hein. Dans les années 90, il y avait déjà des casques de réalité virtuelle. Il y a beaucoup de tentatives. Ouais, mais alors c'était... Je me souviens être allé à Londres, à Piccadilly Circus, il y avait une salle d'arcade Sega, et il y avait des casques, mais ils pesaient 5 kilos, donc te briser la nuque. Et c'était dans les salles d'arcade, donc avec il y avait une espèce de petite cabine, tu montais dedans et tu dirigeais un robot géant, t'étais une sorte de Goldorak, de battle mech, et tu te bataillais là-dedans, et c'était fou, même si les graphismes étaient très primitifs à l'époque, on avait l'impression d'y être. Et quand j'ai testé ça, je me dis, mais le jeu vidéo, c'est ça. C'est pas possible, on va pas rester des milliers d'années à regarder un écran, alors qu'on peut rentrer dans l'écran, on peut sauter dans l'écran, être au milieu du jeu. On va pas se contenter. Je pense que dans le futur, les gens regarderont les écrans comme ça en disant, mais comment c'est possible? Comme nous, on regarde les films des Frères Lumière, les premiers cinémas, où tu vois, avais un train qui rentrait en noir et blanc, muet, dans la salle de cinéma, et les gens se levaient en courant parce qu'ils avaient peur de ce train. Aujourd'hui, tu te dis, mais ça marche pas, ça marche fait pas, berner par ça, quoi. Alors que la réalité virtuelle, le nombre de fois où j'ai voulu poser la manette sur un meuble qui est dans la réalité virtuelle et qui n'était pas dans la pièce, tu vois, savoir à tous les coups. Donc, je pense que c'est l'avenir parce que c'est vraiment le truc ultime pour tout fan de jeux vidéo, c'est d'être transporté dans un autre monde. Ce que fait très bien le cinéma, mais cinéma, il suffit que tu tournes la tête et tu vois les amis avec qui t'es venu, tu vois le gars qui mange du popcorn à côté qui fait trop de bruit, etc. Et voilà, et le film, t'es transporté pendant 1h30, ton cerveau part dans le film avec les personnages, etc. Mais à tout moment, tu peux en sortir et regarder à côté. La réalité virtuelle, quand t'es plongé dedans, tu peux te tourner de tous les côtés, ça continue. Moi ici, j'ai fait Resident Evil en VR total. J'ai flippé comme jamais j'ai flippé devant un jeu vidéo, et ça s'arrêtait jamais. Et quand ma femme venait me dire viens manger, j'avais envie de lui coller des tortes parce que j'étais dans le jeu attaqué par des zombies et je sentais qu'on me touchait, donc ça faisait très très peur. Donc j'ai dit prends un balai, tu me pousses en me disant chérie viens manger, je mettrai un coup sur le balai, mais voilà quoi. C'est une immersion totale et je trouve que pour un genre de jeu vidéo c'est ce qu'on peut rêver de mieux, avec aussi le déplacement physique, hein. Alors il y a des salles d'arcade qui font ça, il y a The Void aux États-Unis, il y a quelques salles d'arcade en France, Virtual Room, où tu te déplaces physiquement, là il n'y a pas une manette, tu vas physiquement dans les décors. Alors c'est limité à la pièce dans laquelle tu te trouves, mais dans le meilleur des cas, je pense à côté de Disneyland, il y a The Void, où ils ont reconstitué un univers de Star Wars avec des couloirs de vaisseaux, etc. Et tu te déplaces vraiment d'une pièce à l'autre, tu ne restes pas dans la même pièce. Et les murs de la pièce coïncident avec ce que tu vois dans la réalité virtuelle. Si tu es dans une navette spatiale basse de plafond, tu peux toucher le plafond vraiment. Tu arrives sur une planète de lave, la porte s'ouvre, tu sens la chaleur de la lave, ils ont arrangé ça, tu sens le vent, etc. Tu sens les impacts de laser quand on te tire dessus parce que tu as une sorte d'armure que tu portes sur toi. Enfin, l'immersion, elle est totale. Tu n'as pas de manette. Tu as juste tes mains. Les mouvements de tes mains et de tes doigts sont captés. Tu peux faire coucou. Évidemment, tout le monde fait ça pour vérifier que ça marche. Et ça marche. Tu vois des flingues dans le jeu, tu les attrapes. Ils sont là en vrai. Tu prends un vrai flingue dans ta main. Quand tu tires, tu sens le recul. Enfin, voilà, c'est l'immersion totale. Mais ça nécessite une salle d'arcade qui est conçue pour ça, qui est même bâtie exactement avec le jeu. Donc ça veut dire que tu ne peux avoir qu'un seul jeu avec cette configuration-là. Ça, c'est le truc ultime. Et on ne peut pas avoir ça chez soi. Mais avoir déjà un casque de réalité virtuelle chez soi et en bougeant dans quelques mètres carrés, la sensation, elle est déjà incroyable. Et voilà. Après, c'est au jeu de faire en sorte que tu restes dans ces quelques mètres carrés et que tu n'aies pas envie d'aller gambader au-delà.
Et puis aujourd'hui, les casques ils sont encore lourds, il y a des câbles, etc. C'est compliqué à brancher. Les graphismes sont pas top. C'est Bon, il y a plus les... Oculus qui Oui, travaille qui fait là-dessus, des gros hein, progrès. avec Quest. Mais on est encore plus sur les graphismes de la génération de consoles d'avant que sur la next-gen. Mais c'est pas grave parce que l'immersion est telle que t'oublies que c'est moche parce que t'es dedans. Et même dans les années 90, ça avait beau être des aplats de couleurs, il n'y a même pas de texture sur les murs et tout ça. C'était bleu, rouge, vert. Et bah t'avais l'impression d'être dedans. Voilà. Donc la VR, elle a cette force de ton cerveau se fait piéger totalement. Même avec des graphismes primitifs, même avec des graphismes cartoon. Un des premiers jeux en VR que j'ai testé, c'était une petite course de scooter et il y avait d'autres personnages qui te parlaient. Bah, ils avaient beau être des personnages de dessin animé, ton cerveau acceptait leur présence comme si c'était vraiment à côté de toi. Ça peut faire peur s'il se rapproche un peu près et qu'il est vraiment dégueulasse, mais voilà, ça fonctionne. Le cerveau se fait avoir. Et pour un joueur, je trouve que voilà, il n'y a pas mieux qu'être totalement immergé dans un univers que t'aimes. Ça peut être celui de Star Wars, ça peut être celui d'Harry Potter, ça peut être un univers créé spécialement pour le jeu, peu importe. Mais pour moi, le jeu vidéo, c'est ça. C'est l'évasion, le voyage, vivre des choses qu'on ne peut pas vivre dans la vraie vie. Et la VR, elle m'offre ça. Donc pour moi, c'est l'avenir. Voilà. Et alors, on a parlé tout à l'heure de la critique du jeu, sur le fait que ça soit enfantin, que ça pouvait aussi créer de la violence, et des choses comme ça. Ouais. Le VR, ça va être critiqué, ce fait de pouvoir se détacher du monde réel ou Alors, je suis le premier à dire que la VR, c'est absolument génial et on va vivre des trucs incroyables, mais ça finira mal. C'est couru d'avance. Enfin, je veux dire, c'est inévitable. C'est tellement excitant et attirant que beaucoup de gens vont être pris par ça, vont avoir envie d'y aller. Et leur vie virtuelle sera tellement mieux que la vraie vie qu'ils resteront coincés dans la réalité virtuelle et qui préféreront s'évader dans cet univers virtuel plutôt qu'affronter la vraie vie. C'est déjà le cas aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Tu vois tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se prennent en photo avec des filtres, etc. et qui sont incapables après d'aller vers les vrais gens ou qui sont déçus quand ils rencontrent les gens en vrai parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'ils montrent sur Internet. Donc il y a vraiment... va falloir être très prudent et très fort pour résister à l'appel de la réalité virtuelle et être assez fort pour se dire il y a la réalité virtuelle et c'est très excitant et c'est génial, et il y a la vraie vie et elle peut être géniale aussi, la vraie vie, et elle est très excitante aussi quand tu fais les bonnes rencontres et que tu voyages et que tu fais plein de trucs, c'est tout aussi excitant. Mais quand tu pourras visiter les pyramides égyptiennes en réalité virtuelle, en plus, à l'époque où c'était, un des derniers Assassin's Creed, ça se passait en Égypte, on pouvait vraiment croiser les marchands, etc., voir la vie quotidienne en Égypte. Il y avait même un mode qui était historique où il n'y avait pas de combat, c'était juste on regardait, on observait la vie. C'est juste fabuleux, mais du coup, tu seras tenté de ne pas aller en Égypte, parce qu'il fait chaud, qu'il y a des moustiques, et que c'est chiant, et que le voyage est long, et voilà, et tu te contenteras peut-être de la réalité virtuelle, parce qu'elle sera très très proche de la vraie réalité. Tu auras visuellement les mêmes sensations, un photoréalisme tel que oui, ça peut t'éviter d'aller... Ouais, on peut même imaginer une interconnexion, même peut-être dans le futur cérébral, où tu auras peut-être des stimulations du cerveau, etc., qui te font voyer les choses. Est-ce que, si jamais ça partait dans ce sens-là, est-ce que tu penses que le jeu 2D, le mobile, c'est voué à disparaître? Alors c'est vrai, c'est une question que tu peux pas répondre, mais oui, qu'est-ce que vrai. tu penses? Non, je pense que ça disparaîtra pas parce que on aura toujours alors, dans un premier temps, on aura la nostalgie de ce qu'on a connu plus jeune. Moi, j'ai la nostalgie de ces jeux avec des gros pixels, etc. Et dans le futur, les gens, ils auront la nostalgie de la PlayStation 5 en disant « Oh, qu'est-ce que c'était moche !» Parce qu'ils seront dans des trucs, effectivement, où peut-être qu'ils sentiront le chaud et le froid dans un jeu, ils sentiront une bonne odeur de croissant ou de bouse de vache quand ils s'approcheront d'une bestiole, tu vois. On sera à un tel niveau... je pense qu'il y aura même plus de commandes, comme tu me dis, ça sera cérébral, ça existe déjà. J'ai déjà testé des trucs avec des capteurs qui font que c'est un truc de Jedi. Tu regardes une pierre, tu penses à la soulever et elle se soulève. C'est énorme. Et quand tu penses à la lâcher, tu la lâches. Tu n'as pas besoin de parler, tu penses juste au mot lâcher ou au mot prendre. Et ça fonctionne, j'ai vraiment essayé moi-même. Donc, il y a déjà des gens qui travaillent là-dessus, ils sont capables. On peut dessiner par la pensée. Il y a des gens qui savent déjà faire ça. Ils regardent une feuille blanche virtuelle et ils dessinent, juste en pensant à ce qu'ils veulent dessiner. Donc on peut tout à fait imaginer, dans un futur assez proche, des contrôles uniquement par la pensée, pas de manette, ce qui serait génial, parce que les manettes, c'est toujours une interface un peu pataude par rapport à ce que tu veux faire. Je pense à un jeu comme Rocket League, par exemple, où tu virevoltes avec des voitures, tu fais des tonneaux, des trucs en l'air, etc. Avec la manette, c'est galère de faire exactement ce que tu veux. Alors que il suffisait de penser, je veux faire une vrille, un tonneau, machin, ça se ferait automatiquement.
Donc on va, à mon avis, vers un truc totalement accessible à tous, et il n'y aura même plus besoin de casque, on verra directement l'image dans ton cerveau. Donc là, on est dans un futur qui est à la fois fascinant et terrifiant, c'est Matrix, hein, on finira dans un cocon avec des tuyaux dans le cul, à se dire « Oh, elle est super ce petit cocktail de noix de coco à Hawaï, tu vois ?» Alors ça sera en fait enfermé dans un truc. Ça commence déjà, hein. Il y a des gens qui développent une vie en virtuel à travers les réseaux sociaux, à travers, comme tu le disais, à se créer des avatars. World of Warcraft, il y a des gens qui... alors, en tant que gamer, je comprends et je trouve ça super. Mais c'est comme tout, c'est comme le cinéma, il faut arriver à faire la part des choses entre la réalité et la fiction, ce que ça fait 99% des gens. Et puis il y a toujours un débile qui va être inspiré par un film violent ou par un jeu violent et prendre un flingue et aller faire de la merde dans la vraie vie, malheureusement. Mais ça, c'est l'être humain, et comme ça, il y a un pourcentage de tocards qui sont des gens nuisibles, en fait. Et quoi qu'on fasse, quel que soit le support, soit la BD, le rock'n'roll, le jeu vidéo, il y aura toujours des trucs pour inspirer des débiles à faire des choses horribles. Et ça, malheureusement, on peut pas l'éviter. Mais c'est pas une raison pour priver tous les autres du plaisir qu'on peut trouver ensemble à partager un jeu vidéo, un film, un comics ou autre chose, tu vois. Donc, il y a toujours une petite pourcentage de la population qui est à risque, mais c'est des gens qui feront, malheureusement, ils sont diaboliques, c'est le côté obscur, tu vois. Quoi qu'on fasse, c'est des gens, vraiment, pour moi, il y a des gens qui sont nuisibles sur Terre et qui feront le mal, quoi qu'il arrive, quelle que soit la source d'inspiration. Et c'est pas à cause de ça, c'est pas parce que quelqu'un va mal utiliser quelque chose qu'il faut interdire cette chose à tous les autres. Non, c'est un peu l'histoire du monde, hein. Je veux dire, il y a des choses, des choses qui sont en marche, on a beau les critiquer, les pointer, si elles doivent se mettre en place, elles se mettront en place, avec les qualités et les défauts, et là, ça c'est un peu pour beaucoup de domaines comme ça. Mais le jeu vidéo est quand même beaucoup victime de ça, tu vois, chaque fois qu'il y a une tuerie dans un lycée aux États-Unis, on dit « Ah, il jouait à Doom !» Et surtout, il avait un AK-47 en vente libre au Walmart du coin, c'est quand même ça le problème, avant les jeux vidéo, et puis surtout, il est cinglé, et ça, c'est son problème. Enfin voilà, donc je crois beaucoup en l'avenir du jeu vidéo sous forme de réalité virtuelle. Il faudra juste être très prudent, et ce sera difficile de faire la distinction entre le réel et le virtuel de plus en plus. Et du coup, je pense que ça passe par une bonne éducation. Vraiment, il faut que les gens très jeunes soient habitués au virtuel et vraiment sachent faire la part des choses. Alors, moi, j'ai un petit de 3 ans, je lui fais pas voir des jeux violents, je lui explique bien que les jeux c'est une chose, la vie c'est autre chose. Justement, est-ce que tu penses, avec tous les fans que tu as, tous les gens que tu rencontres, tous les gamers, donc j'imagine que tu ne rencontres pas que des gamers de ton âge. Oui. Est-ce que leur approche, enfin, est-ce que leur vision du jeu, elle est... évidemment, est-ce qu'ils se sont pas auto-préparés à ça, ou est-ce qu'ils sont, tu penses, complètement naïfs ils sont plus jeunes la plupart, donc ils sont plus... comment dire, les ados, ils sont à fond dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils se mettent dans le jeu vidéo, ils vont avoir tendance à vouloir y jouer jour et nuit sans arrêt, à ne parler que de ça, etc. Le danger, il est là. Le danger du jeu vidéo, s'il y en a un, il est là. C'est que quand tu es dans une période de ta vie où le jeu vidéo est ce qu'il y a de plus excitant dans ta vie, tu as tendance à t'engouffrer dedans. Si ça te valorise, en plus, je sais pas, tu joues à World of Warcraft et t'es chef de guilde, t'as une espèce de prestige, t'as des amis, tu vas mener des gens, tu vas réussir ce que t'entreprends, tu vas faire des trucs fabuleux. Et parallèlement ça, dans la vraie vie, t'es peut-être pas très doué à l'école, t'as peut-être pas beaucoup d'amis, etc. C'est normal et naturel de fuir vers ce monde où t'es quelqu'un d'important et d'intéressant par rapport au monde réel où t'es pas terrible. L'important, c'est de travailler à être beaucoup mieux dans la vraie vie. Alors, ça va être difficile d'être plus fort que dans World of Warcraft, mais voilà, mais c'est pas non plus hyper compliqué de se faire des amis, d'être quelqu'un d'ouvert, bienveillant, sympa, de partager les choses avec les autres. Voilà, les recettes pour avoir une belle vie, elles sont pas très compliquées, hein. Et c'est pas forcément avoir la console la plus performante, etc. Ça peut être un jeu de rôle papier, c'est 3D, un bout de papier et du crayon, et tu peux passer des soirées entières avec des amis à vivre des aventures fantastiques. Voilà, donc c'est pas forcément une question de moyens, parce que le jeu vidéo c'est quand même un sport de riche, c'est quand même assez cher, la VR c'est très cher, les consoles sont chères, tout est assez cher. Mais bon, aujourd'hui on a quand même, il y a à peu près pour toutes les bourses, si tu es capable de t'acheter un téléphone portable, ce qui est malheureusement quasiment indispensable, incontournable aujourd'hui, tu as déjà accès à des milliers de jeux. Déjà, Sony, avec le VR, est pour moi une offre qui est la plus abordable en termes de rapport qualité-prix. En plus, ils développent énormément de jeux. Après, c'est vrai, quand tu passes sur PC, Oculus, qui sont des choses super, on est déjà en des budgets un peu... Mais c'est vrai que Sony commence déjà à ouvrir la porte depuis un moment sur...
accessibilité. Heureusement, ouais. voilà. Ouais. Puis je suis content que ça se développe de plus en plus. Puis ça c'est appelé à se développer de plus en plus. Donc, déjà, en quelques années, les prix des casques de réalité virtuelle ont baissé, les prix des machines ont baissé aussi. Donc ça va. Mais ça reste quand même, c'est pas donné à tout le monde. Oui, ça reste encore des gens qui on travaillent. a la chance de travailler, ouais. de pouvoir s'offrir ce genre de trucs. C'est pas le cas de tout le monde. Et je parle déjà en France, mais alors dans d'autres pays, c'est très compliqué d'avoir accès à tout ça. Mais ça n'empêche pas d'être une belle personne, Ah oui. je dirais, quel que soit ce qu'on possède. Écoute, Marcus, merci beaucoup. Est-ce que tu as des messages à passer aux Savoir Retro Games, aux fans? Ah bah mes amis du Savoir Retro Game, j'ai hâte de vous retrouver en vrai, évidemment, puisque c'est cool qu'on puisse faire ça en réalité virtuelle et être quand même en contact avec tous les gens qui viennent sur le salon pour des conférences, des débats, même jouer à distance et tout ça. Mais rien ne vaut s'asseoir sur un canapé. Moi, c'est ce que j'aime faire, tu le sais, sur les salons, c'est recevoir les gens en tête à tête, avoir le temps de papoter un petit peu avec chacun, même si vous êtes nombreux, le temps de chacun est un peu réduit, mais on a toujours un vrai contact humain et voilà, ça c'est pas virtuel et c'est quand même très important. Donc moi, je reste toujours un pied dans le virtuel parce que j'aime rêver et j'aime m'évader et je suis fasciné par tout ça, et puis un pied dans le réel. Les vrais gens qu'on voit en vrai, avec qui on peut parler, s'échanger le Covid, c'est sympa. Alors, vivement qu'il n'y ait plus le Covid pour qu'on s'échange rien du tout, rien d'autre que des bons moments et des choses agréables passées ensemble, quoi. Et j'ai découvert aussi récemment qu'il y avait une BD. Oui. L'Intrépide, alors c'est L'Intrépide, une vieille oui. histoire, donc c'est une BD que tu as créée gamin, Oui. et puis il y a eu beaucoup de fans, et il y a eu un travail là-dessus, je crois que tu as sorti un deuxième album. Alors on a sorti le premier album il y a quelques années, c'est mon petit héros d'enfance, j'étais fan de Spider-Man quand j'étais petit, j'avais créé un super-héros avec des crayons de couleur, enfin vraiment le truc de gamin de 10 ans, pas terrible. Et quand j'ai mis ça en ligne sur internet, tout le monde a adoré l'Intrépide, j'ai eu des centaines d'hommages à l'Intrépide, des petites figurines, des dessins animés, il y a eu des tas de trucs. Et donc on a décidé de publier l'Intrépide, ça a été publié, c'est sorti à la Fnac à côté d'Iron Man, c'était assez incroyable par ordre alphabétique. Et puis ça a bien marché, c'est bien vendu. Donc là, il y a l'année d'avant, j'ai fait un Ulule pour faire le deuxième tome. Et voilà, donc là il est dans le tuyau, on est en train de le terminer et il devrait sortir bientôt. Bon bah écoute, moi j'ai hâte de le voir. Déjà j'ai hâte de découvrir le ouais, premier parce que je j'ai t'en donner, appris ça il y a pas je vais longtemps. t'en donner. Et puis le deuxième, voilà, je vous invite à, si vous avez déjà vu le premier et le deuxième, et puis bon, pour moi ça a été une découverte, donc j'ai hâte de voir ça. Ah bah écoute, j'espère que tu seras pas déçu, mais voilà. L'histoire me plaît beaucoup, donc oui, voilà. Mon histoire à moi, elle est folle, c'est-à-dire que grâce aux gens qui m'aiment bien, j'ai pu redonner vie à un personnage qui était enterré depuis 40 ans, tu vois. Voilà, donc c'est déjà une histoire en soi incroyable. Après l'histoire elle-même, on a bien travaillé pour qu'elle soit intéressante et sympa, mais rien que ce petit conte de fées qui m'est arrivé à moi, c'est peut-être égoïste, mais en tout cas, voilà, c'est un truc de fou, quoi. Bon, bah merci Marcus. Merci Eddy, c'est cool de t'accueillir. Merci. Faire un petit Mario Kart. Au revoir. Ouais, très bien. Il est chaud. Ciao les amis, on se voit au Savoir Retro Game au prochain. 2020. En vrai. 21. 21, ouais, on sera là. Ciao. Bon, on démonte le décor là. On démonte. Tout est bidon, c'est une carton pâte. So many big